Bienvenue dans ce podcast sur la loi Sapin 2, la formation réglementaire destinée aux courtiers en assurance. On va discuter de comment ce cours, avec son manuel complet, aborde l'évolution historique de la lutte contre la Eh corruption. oui, exactement. Exactement. C'est fascinant de voir comment l'ensemble du contenu se structure autour des fondamentaux, des 8 piliers de la conformité anticorruption et du rôle clé de l'Agence française anticorruption. Absolument, et ce manuel se divise en plusieurs parties. D'abord, une mise en contexte historique qui rappelle notamment les scandales des années 2000 comme Enron, WorldCom, Mhm. pour expliquer la nécessité de la loi. Oui, on sent bien que la loi Sapin 2 n'est pas née de nulle part, elle est le fruit de pressions internationales, notamment via l'OCDE. Et puis, l'évolution du droit français historique de la corruption est clairement détaillée. Exactement. Il y a une chronologie qui débute avec la première loi Sapin en 1993, suivie de la modernisation en 2008 et enfin la révision en 2016. C'est comme une construction progressive d'un dispositif global. C'est vraiment impressionnant. Et puis, on voit que ce cours aborde aussi les enjeux stratégiques pour le courtier. Il ne s'agit pas uniquement de respecter une obligation réglementaire, mais de transformer la conformité en un avantage concurrentiel. Exactement, il y a cette double dynamique d'éviter les sanctions tout en créant de la valeur grâce à une culture de l'intégrité. Right? Parlons un peu des objectifs pédagogiques, par exemple, comprendre la logique de la mise en conformité sans maîtriser chaque détail, c'est la clé pour les professionnels. En effet, et le contenu insiste sur l'importance de la formation interactive. Des outils, comme des checklists, des études de cas réels comme celles de Sonepar ou Bolloré, qui illustrent concrètement les attentes des contrôleurs. Oui, et la décision Sonepar est particulièrement intéressante. Elle montre comment une entreprise, même avec des manquements, par exemple une cartographie des risques trop générale, a pu, en réagissant rapidement, éviter une sanction lourde. C'est vrai, et ça met en lumière l'approche progressive de l'AFA qui, au départ, laissait une marge de réactivité aux entreprises, tout en posant des jalons pour la jurisprudence. Exactement. On note ici, la transition d'une logique répressive à une logique préventive et d'accompagnement. Les cas présentés, comme celui de Bolloré, montrent une période de durcissement où la tolérance s'est réduite, signifiant qu'il faut être proactif dès le départ. Cela fait réfléchir. Mais, personne 1, je trouve intéressant que le manuel aborde aussi des notions de due diligence et les critères d'assujettissement, comme le seuil de 500 salariés et 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, c'est un point central. Il y a une analyse détaillée sur comment ces critères ne doivent pas être interprétés de manière rigide. Par exemple, pour les groupes, c'est la réalité économique qui prime, et pas uniquement les chiffres à l'état brut. C'est vrai, et ça montre aussi l'effet de compliance par contagion, où, même si l'on n'est pas directement assujetti, les partenaires imposent ces standards via des clauses contractuelles. Exactement, c'est-à-dire que les exigences de conformité se propagent par les exigences des grands assureurs et des grandes entreprises aux intermédiaires, comme les courtiers. Exactement. Une question intéressante est aussi la mise en œuvre opérationnelle décrite dans la 4e partie du cours. Par exemple, les outils pratiques, checklist, tableau de bord, pour piloter la conformité au quotidien. Ah oui, c'est crucial pour transformer la théorie en pratique concrète. On voit bien que le cours ne se contente pas d'être un ensemble d'exigences juridiques, mais il processe un accompagnement complet vers une excellence managériale. Right? Et je rappelle que le manuel insiste, avec ferveur, sur l'importance de la documentation et de la traçabilité. L'AFA vérifie non seulement l'existence, mais l'efficacité des actions. Oui, absolument. Cela veut dire que chaque mesure, doit être clairement documentée pour prouver qu'elle fonctionne réellement, pas juste pour décocher une case Exactement. administrative. Maintenant, parlons de l'Agence française anticorruption elle-même. Ce dispositif est présenté comme le gendarme, mais aussi le guide, non? C'est exact. L'AFA est décrite comme une institution innovante qui mêle contrôle, conseil et sanction. Elle agit à la fois en tant que régulateur et comme interlocuteur rapproché des entreprises. Ce qui est remarquable, c'est son approche tripartite mentionnée dans le contenu.
la mission de conseil pour prévenir, le contrôle pour vérifier et la sanction pour corriger. Oui, et son fonctionnement repose sur des recommandations concrètes, des formations et même des audits sur place. Une méthode qui s'inspire fortement des pratiques internationales tout en restant adaptée au contexte français. Tout à fait. Pour ajouter, le manuel mentionne que l'AFA a progressivement renforcé sa posture. Par exemple, en montrant une flexibilité au début, comme avec Sonepar, puis en devenant plus ferme avec des cas comme Bolloré ou Aegis. Exactement. La décision Aegis est un bon exemple des sanctions financières croissantes, illustrant la nécessité d'une gouvernance robuste, surtout pour les entreprises internationales. Oui, c'est clair. En parlant d'évolution, le contenu expose également une perspective comparative internationale, non? Comment le FCPA et le UK Bribery Act influencent la loi française? Absolument. L'analyse comparative internationale est essentielle. Le contenu explique que le FCPA américain et le UK Bribery Act britannique imposent des standards très élevés, et la loi Sapin 2 cherche à s'en rapprocher tout en tenant compte de la réalité économique française. Et cette comparaison souligne que la flexibilité des critères, par exemple l'absence de seuil strict aux États-Unis, pourrait amener le droit français à évoluer vers une approche plus profilée en fonction des risques, plutôt que de se reposer uniquement sur les chiffres. Exactement. C'est une piste pour l'avenir, notamment pour renforcer l'adaptation sectorielle des dispositifs de conformité des entreprises, y compris des courtiers en assurance. D'ailleurs, le contenu souligne aussi les enjeux pour les courtiers. Ne pas attendre qu'un contrôle survienne, mais adopter dès maintenant une stratégie proactive qui s'intègre dans leur quotidien opérationnel. Oui, et c'est fondamental, car comme le document le rappelle, la conformité n'est pas seulement un impératif réglementaire, c'est une opportunité stratégique. Les entreprises qui l'embrassent peuvent transformer cette contrainte en avantage concurrentiel. Absolument. Néanmoins, j'aimerais, soulever un point critique. Est-ce que tu ne trouves pas qu'il y a parfois un risque pour les courtiers de se reposer trop sur ces approches de tolérance initiale proposées par l'AFA? C'est une excellente remarque. Le document met justement en garde contre le risque de l'improvisation. Attendre un contrôle pour se mettre en conformité serait une erreur. La bonne pratique est de mettre en place rapidement un dispositif rigoureux avec une documentation détaillée. Exactement. Donc, pour résumer, ce manuel offre non seulement un aperçu historique et juridique complet de la loi, mais propose aussi des outils pratiques pour intégrer ces concepts dans la gestion quotidienne d'un cabinet de courtage. C'est tout à fait ça. On y trouve une table des matières très riche, structurée en plusieurs parties, qui vont des fondamentaux aux outils opérationnels, et même une réflexion sur l'opportunité stratégique de la conformité. Oui, c'est vraiment complet. On voit également l'importance de la formation continue et d'une veille réglementaire permanente pour adapter le dispositif aux évolutions constantes des exigences. Exactement. L'objectif est de préparer les professionnels à anticiper et, à s'adapter à un environnement en mutation, tout en transformant la confrontation avec la réglementation en un levier de confiance et de performance. C'est vraiment inspirant de voir comment la conformité, souvent perçue comme un fardeau, peut devenir une véritable force compétitive pour un cabinet. Oui, en adoptant une approche proactive et en capitalisant sur le savoir-faire opérationnel, les courtiers peuvent non seulement se protéger des risques, mais aussi gagner en crédibilité auprès des clients et des partenaires. Exactement. En conclusion, il apparaît que la formation sur la loi Sapin 2, avec son module détaillé, offre énormément d'enseignements, de la compréhension historique aux aspects opérationnels pratiques, pour transformer la conformité en un atout stratégique pour les courtiers. Absolument. C'est une ressource précieuse qui incite à voir la réglementation non pas comme une contrainte, mais comme une opportunité pour instaurer une culture d'intégrité et d'excellence. Très bien résumé. Merci pour cette discussion passionnante. J'espère que nos auditeurs y trouveront des éclairages utiles pour leurs pratiques quotidiennes, et qu'ils adopteront ces standards pour se positionner avantageusement sur le marché. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce tour d'horizon de la loi Sapin 2 et de ses implications. Continuez à explorer et à échanger, car la conformité, c'est vraiment un levier incontournable pour l'avenir. À très bientôt.